Madame, Monsieur, bonsoir. Dans Question d'actu ce soir, un focus diplomatique sur le Maroc qui, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, enchaîne les succès sur la scène internationale. Souvenez-vous, ce décembre 2020, coup de théâtre à Washington, l'administration américaine reconnaît la souveraineté du royaume sur ses provinces sahariennes. C'était un tournant historique. Et alors aujourd'hui, cette position américaine reste inchangée, solide comme un roc. La nouvelle administration Trump, par la voix de son chef de la diplomatie, l'a réaffirmé haut et fort hier, et ce dès son arrivée donc aux commandes. Pour les États-Unis, l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine est la seule voie crédible. Le message de la Maison-Blanche est clair. Le président américain appelle d'ailleurs toutes les parties prenantes à retourner à la table des négociations, et sans attendre. Avec une promesse du secrétaire d'État américain, celui ou celle d'un soutien actif de Washington pour faire avancer le dossier. Un soutien qui trouve écho jusque dans les couloirs du Congrès. Tout cela vient sceller une alliance stratégique forte, assumée entre Rabat et Washington. Une relation historique marquée par la constance et une vision commune pour l'avenir. Pour de nombreux observateurs internationaux d'ailleurs, le Maroc s'affirme plus que jamais comme un pôle de stabilité essentiel, tant pour la région que pour le monde. Et l'Algérie se contente de regretter. Analyse ce soir des tenants et aboutissants de la visite du chef de la diplomatie marocaine à Washington, en compagnie de mes invités. Hassan Saoud, bonsoir colonel. Bonsoir madame. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie, en sécurité. Bienvenue à vous. Toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Le plaisir est partagé madame. Et bien sûr, un plaisir aussi d'accueillir le professeur Zakaria Aboudahab, éminent expert en relations internationales. Si Aboudahab, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Lalla Khadija, merci beaucoup et Zidi Hassan. Merci. Première visite de Nasser Bourita à Washington depuis l'investiture de Donald Trump pour son deuxième mandat, donc à la Maison-Blanche. Une visite, colonel Saoud, concluante à plus d'un égard. Absolument. Et d'abord le contexte, un nouveau président, vous venez un ex-nouveau président qui est là, une administration qui s'est installée, et nous sommes à la veille du 14 avril, avant le débriefing au Conseil de sécurité, et voilà que le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger est à Washington, où il a rencontré deux personnalités éminentes de la Maison-Blanche, évidemment le département d'État, M. Marco Rubio, et puis le conseiller à la sécurité nationale à la Maison-Blanche, M. Mike Waltz. Qu'est-ce qui en est sorti? Je dirais la consolidation de l'acquis. Et ça vient percuter certaines conjectures ici et là qui comptaient sur les États-Unis pour faire un virage à 180 degrés, et n'en est rien. Il y a eu des tentatives. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, Hassan Saoud? Les tentatives, on a vu le représentant de l'Algérie aux Nations Unies, on a vu le ministre des Affaires étrangères aller dans une posture un peu obséquieuse pour offrir ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas. La réponse est là. On a conjecturé un peu sur cette possibilité, les terres rares, les richesses. On n'a même pas exclu le ciel algérien de la coopération avec les États-Unis. Mais nous voilà devant une réalité. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du rugby, les États-Unis ont transformé l'essai. Voilà ce que j'ai à dire. Professeur Aboudahab, que pouvez-vous nous dire sur la continuité du processus, d'abord de reconnaissance, et puis de réaffirmation maintenant, mais déjà de reconnaissance par les États-Unis d'Amérique de la souveraineté entière du Maroc sur ses provinces sahariennes?
Deux ou trois éléments qui me viennent à l'esprit illico presto. Le premier, c'est d'abord un statut singulier du Maroc au regard de l'Amérique, des États-Unis, on le sait. On le ressasse souvent, mais je crois qu'il n'est pas sans intérêt de le rappeler également. Premier accord conclu par la première puissance du globe aujourd'hui n'était autre que celui qui a été conclu sous l'ère de Sidi Mohammed ibn Abdillah, Mohammed III. Et c'était précisément en 1786, ce n'est pas rien. Et déjà à l'époque, le Maroc permettait aux navires américains d'accoster au niveau des ports marocains, contribuer à lutter contre la piraterie maritime. Et la reconnaissance en 1777. Bien entendu, premier pays à avoir reconnu, pays. Clair. Déjà. Qu'ils n'ont pas oublié. Qu'ils n'ont pas oublié. Ça veut dire surtout pour les plus nationalistes d'entre eux, n'est-ce pas, et peut-être en termes d'administration. Certains peut-être sous-estiment cela, mais vu des États-Unis, non, ils ne sont pas ingrats. Et d'ailleurs même, souvenons-nous, en 2020, le 10 décembre, quand M. Donald Trump avait tweeté, certains avaient un peu considéré, non, c'est juste un tweet. 4 jours après, le 14 décembre précisément, c'est la publication de ce Executive Order, sorte d'ordonnance. Ce qui est remarquable aussi, présidentiel signé par le président. C'est qu'il n'a pas été remis en cause par l'administration Biden. Ce qui fait que nous considérons cela comme étant une reconnaissance d'État. Ce n'est pas une personne en tant que telle. Et c'est la raison pour laquelle donc, il a été pérennisé, sécurisé. Il a donné ses fruits. Évidemment, il y a toujours des attentes par rapport au consul américain, à Dakhla, Inch'Allah, par rapport à des actions. Vous pensez qu'il y aurait, après cette réaffirmation, la concrétisation, parce que cela a été annoncé dans la foulée de la reconnaissance des provinces du Sud par les États-Unis fin 2020, donc en décembre 2020, par l'ancien ambassadeur, M. David Fisher d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que maintenant, après cette réaffirmation, eh bien, ce drapeau américain va flotter pour représenter les États-Unis dans nos provinces du Sud, à Dakhla ou ailleurs? I think so. Pourquoi? You think Pourquoi? so? Yes. Il y a un dispositif que j'ai capté, c'est la nomination rapide, je dirais très rapide, de nouvel ambassadeur états-unien au Maroc. Alors que durant le premier mandat de M. Trump, il aurait fallu une année et demie, etc. Il y avait une sorte de misunderstanding, as we say. Deuxième chose, c'est quand même M. Bourita, le premier chef de la diplomatie de la région maghrébine, je dirais même peut-être africaine, qui a eu cet honneur de rencontrer M. Marco Rubio, secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, et avant lui, le conseiller principal à la sécurité. Ce n'est pas rien. Et ce sont des personnes qui se connaissent, puisqu'il était un congressman. Et apparemment, c'est lui qui, on a été l'un des instigateurs, mais également des architectes de la position états-unienne par rapport à la marocanité du Sahara. On le sait aussi, il ne faut pas oublier Jared Kushner à l'époque. Je crois probablement, à la lumière aujourd'hui de la nouvelle démarche de l'administration de Trump, notamment en ce qui concerne le commerce international, la projection africaine, l'atlantisme américain qui se conjugue à l'atlantisme marocain à travers l'initiative royale Sa Majesté et à travers l'initiative septembre 2023, moi je crois que cela va avoir ou chercher un terrain d'implantation et il n'y a pas mieux que les provinces du Sud pour donner du concret à cette démarche. J'aimerais bien que vous me parliez davantage de concret sur justement ce projet d'Afrique Atlantique, mais avant. Bon. Donc vous avez évoqué tout à l'heure, colonel Saoud, cette réunion du Conseil de sécurité sur le Sahara, où, comme vous m'avez corrigé avant cette émission, c'est le débriefing. Ce n'est pas une réunion du Conseil de sécurité. Voilà, pour l'expert justement en la matière que vous êtes, à la lumière de cette nouvelle réaffirmation américaine, sans oublier celle de la France, en juillet dernier, plus l'Espagne, etc. En tout cas, la liste s'allonge de puissance. Mais là, on parle surtout des membres qui forment ce Conseil de sécurité. C'est des membres permanents qui forment ce Conseil de sécurité. Quid des autres pays? Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce débriefing? Ce sont des rapports de représentants spéciaux d'Imistura et puis du responsable de la MINURSO. Comment ça a évolué depuis la dernière résolution des Nations Unies. Et puis, je pense que c'est une réunion semestrielle, hein, il faut le dire. C'est peut-être une évaluation de bilan d'étape, pas plus. Mais il en sortira certainement quelque chose. Il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est les plumiers. Ce sont les plumiers. Alors, pour nos chers téléspectateurs qui n'auraient pas
capté le sens derrière plumier, ça veut dire que c'est de penholder. Exact. Pour les résolutions qui sont votées au sein du Conseil de sécurité, eh bien, elles sont rédigées, donc le plumier de plume, par le représentant ou la représentante des États-Unis aux Nations Unies, représentante permanente. Exactement. Et donc, on n'a pas à s'inquiéter. Je pense que c'est une évolution. Cette réédition du soutien est comme seule solution. Et l'invitation à reprendre les pourparlers rapidement, c'est un signe que les États-Unis, dans la nouvelle équipe à la Maison-Blanche, voudraient quand même accélérer le processus parce qu'il est temps quand même, on est à la veille d'une 50aine d'années de conflits artificiels créés par un pays voisin qui a d'autres visées stratégiques, notamment l'Atlantique, malheureusement, alors qu'il aurait pu avoir l'Atlantique dans un grand Maghreb. Donc c'est une vie courte, c'est une vie péphométrique de la diplomatie qui est en train de montrer ses limites. J'espère qu'ils vont se rendre compte quand même que ce n'est pas une bonne diplomatie. Et qu'il faut revenir quand même à du pragmatisme. Alors justement, parlant de pragmatisme, là, Donald Trump s'aligne aux dernières résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies en appelant toutes les parties prenantes à prendre part aux négociations. Oui. C'est une nouvelle position aussi américaine. Exactement. C'est une réaffirmation, certes d'une reconnaissance qui a 5 ans aujourd'hui, mais il y a du nouveau, c'est que les États-Unis non seulement veulent appuyer, soutenir le dossier marocain parce qu'ils le trouvent crédible, ce sont des gens qui sont assez pragmatiques quand même, mais qui appellent toutes les parties prenantes, un peu comme ce qu'on lit dans les dernières résolutions du Conseil de sécurité. Toutes les résolutions le répètent, solution pragmatique, réaliste, crédible. Oui. Alors depuis 2007, il n'y a rien sur la table côté... de l'autre côté, Algérie, Polisario. Il faut rappeler quand même qu'en parlant de table, cette même Algérie qui se dit loin de ce dossier, malgré qu'elle soit rappelée par le Conseil de sécurité dans ses résolutions, a participé aux tables de négociation. Elle a participé aux premières tables. Exact. Eh bien, ils se disent non concernés. Et ils rappellent leurs ambassadeurs à chaque fois qu'il y a une position d'un pays par rapport à l'intégrité territoriale du Maroc. Ça dépend des pays, parce que là, on a vu, n'est-ce pas, professeur Aboudab, on a vu le communiqué des affaires étrangères suite à la réaffirmation américaine. On ne voit pas de rappel d'ambassadeur, contrairement à d'autres pays européens. Celui du 9 avril que j'ai lu attentivement plusieurs fois. L'Algérie qui regrette la position états-unienne et caresse dans le sens du poil, comme on dit, rappelant, évidemment, mais de façon un peu surprenante, la résolution 1514, qui à l'époque, on le sait... Quelle époque? 1960. C'était en décembre. Et la résolution 1514, pour nos chers téléspectateurs... Mais l'Algérie non plus. Sur le plan des territoires non autonomes, et la résolution 1541, parce que qui montre qu'il y a plusieurs voies pour assurer cette autodétermination, mais elle oublie de passage que c'était le Maroc le premier qui avait saisi l'Assemblée générale pour demander l'inclusion du Sahara marocain, qu'on appelait à l'époque espagnol, dans le cadre de la 4e commission dédiée à la décolonisation, c'est-à-dire les questions politiques spéciales. C'est comme si, pour l'Algérie, l'histoire commence en 1963 à l'occasion de la guerre des Sables. Je pense aujourd'hui, elle est rattrapée par cette ruse de l'histoire, comme disait Hegel, par la réalité et par la vérité. Moi, je crois que c'est important de le souligner. Et nous pouvons dire aujourd'hui que non seulement l'Algérie est conviée tout simplement à prendre part aux tables rondes, comme ça, juste pour la participation, mais parce qu'elle a une responsabilité sécuritaire, politique, humanitaire. Vous savez, les engagements de l'Algérie au regard du droit international des réfugiés 51, 63, 67, le protocole. Imaginons le démantèlement des camps, par exemple. Il faut que l'Algérie soit là pour assurer le rapatriement, le démantèlement des camps, la démilitarisation. On peut aller très très loin dans la réflexion. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut absolument que l'Algérie comprenne désormais qu'il n'y a d'autre option que dans le cadre du plan marocain d'autonomie. L'administration Trump vient de le rappeler, comme d'ailleurs ça a été rappelé par d'autres puissances, la France, l'Espagne,
et d'autres pays. Beaucoup de pays africains. Franchement, qu'attend l'ONU aujourd'hui, notamment le Conseil de sécurité, et en perspective de la prochaine résolution octobre 2025, pour changer de paradigme et carrément considérer au vu de la situation. Nous ne sommes plus en 1975. D'ailleurs, à Zakaria, je pense qu'on ne parle plus de référendum. J'ai l'impression que ça a disparu du langage onusien. Et j'ose dire aussi que Minurso, je pense que ça ne veut plus rien dire. Ils ne sont pas là pour l'organisation du référendum. Non, il faut changer cet acronyme. De mon point de vue, nous y sommes. On a fait l'autodétermination qu'il faut. On respecte les Nations Unies à cause de cette zone démilitarisée. Sinon, on l'aurait prise. Et de manière légitime. Il faut quand même avoir un courage pour le dire aux Nations Unies. Ça ne signifie plus rien. Quel référendum? Ils n'ont même pas reconnu le nombre de réfugiés qu'ils ont. Donc, ils savent ce qu'ils font. Et vous savez, quand vous défendez une cause dont vous n'êtes pas convaincu, vous la défendez mal. Et en l'espèce, c'est vraiment le cas. Il n'y a pas d'argumentation, ni historique, ni politique. Ce système est dans des balbutiements diplomatiques déplorables et heureusement que tout le monde s'en rend compte. Et c'est une perte de crédibilité pour nos voisins, malheureusement. Et c'est un gain de crédibilité, parce que aussi pour la cause nationale, mais aussi pour les initiatives, pour les ambitions marocaines. Il y a un point très important qui a été relevé d'abord dans le communiqué du département d'État américain, mais d'autres sources au sein même du Congrès ont appuyé cette réaffirmation. Absolument. D'abord, la symbolique derrière la classe politique qui appuie, qui applaudit et qui voit vers l'avenir Zakaria Boudaab dans la structure même de l'administration américaine et dans ce que cela représente, dans la mise en œuvre des ambitions communes et des objectifs communs. Cette intégration aussi de la classe politique dans ce partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis. Classe politique américaine, bien évidemment, le Maroc, ça va de soi. Bien sûr. Cela d'abord prouve que la diplomatie marocaine est très active et elle a bien mené le travail pour préparer tout ça en amont, absolument, et je dirais aussi en aval. Et dans la foulée de ce que je disais tout à l'heure, cela montre qu'en réalité, le leadership de Sa Majesté, il est constant. N'oublions pas les visites qu'il a faites aux États-Unis. Je peux citer celle de 2002, par exemple, pour le lancement des négociations ayant abouti à la conclusion de l'accord de libre-échange. Et puis, par la suite, il y a eu la visite du temps de M. Barack Obama. Il y a eu la conversation téléphonique durant le premier mandat de M. Donald Trump. Alors, sans parler de la visite de la fille de M. Donald Trump, qui est la femme de Jared Kushner, dans le cadre de projets administrés par l'administration américaine. Vous savez, elle était à Sidi Kassem il y a une année à peu près, ou une année et demie, etc. C'est-à-dire, combien même M. Donald Trump n'était plus président des États-Unis, eh bien, le contact avait été maintenu. Cela prouve aussi qu'il y a donc cette présence in situ, c'est important, qu'il y a également de l'approche en termes de, je dirais, de diplomatie d'influence, mais de contact permanent avec les congressmen, et que le Maroc sait bien aussi... En parlant de congressmen, il y a eu beaucoup de sorties de congressmen américains. Yes. Je voudrais juste en citer un. Joe Wilson, à part Tim Wilson. Joe Wilson, je cite, qui a tweeté « Je suis heureux d'avoir rencontré le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bouletta, pour discuter de notre partenariat de longue date et de notre engagement en faveur de la paix dans la région, notamment de la stabilité du Sahara face aux terroristes du Polisario. Les États-Unis soutiennent le Maroc pour la paix. » Fin de citation, Joe Wilson, sénateur, congressman. Voilà, tout est dit. Américain, très ancien, congressman républicain. Absolument. Et tout est dit surtout sur l'adjectif utilisé pour décrire les séparatistes du Polisario. On parle de terrorisme. La thèse, elle est de plus en plus soutenable et elle tient la route. Pourquoi ? Pourquoi Zakaria Boudaab ? Pourquoi ? Parce que la connexion aujourd'hui entre le nexus d'ailleurs que nous défendons
depuis quelque temps, au moins à partir de la réunion sur la coalition de Daesh, parce que ça taraude aussi les Américains. De ce point de vue, le terrorisme est toujours une menace pour tout le monde. La relation de séparatisme, terrorisme et crime transnational organisé. Ça a été prouvé. Aujourd'hui, il faut absolument dire que par des preuves, d'ailleurs qui ont été fournies non seulement par des investigateurs américains ou autres, mais également par des think tanks européens. Claude Moniquet, par exemple, a beaucoup, c'est un Belge, il est à Bruxelles, il a beaucoup travaillé sur ça. Vous savez qu'il a eu même des menaces de mort à un moment donné, je m'en souviens très très bien, Lalla Khadija, il y a quelques années. Et aujourd'hui, grâce à l'observation par satellite, etc., la mobilité des groupes terroristes, le large du Sahel en particulier, eh bien cette mobilité montre qu'en réalité, il y a des liens avec des éléments du Polisario. En parlant de cela et en parlant de la sécurité dans le Sahel et les moyens de consolider le partenariat entre le Maroc et les États-Unis dans ce sens, entre les États-Unis ou d'autres partenaires aussi d'ailleurs, pour justement assurer cette région en proie au terrorisme, mais aussi avec une présence, il faut le rappeler, russe, on ne peut plus importante. Absolument. D'abord, il faut rappeler que nous allons, Inch'Allah, célébrer en 2027 le 251e année de la rencontre, de la reconnaissance par le Maroc comme premier pays reconnaissant l'indépendance des États-Unis. Ça a été dit par le président. Donc, ça fait, c'est déjà parti, et là, il a déjà signé une décision pour qu'on célèbre ensemble. En ce qui concerne le Sahel, inutile de vous dire, madame, qu'il a métastasé à partir de l'Algérie. Et on a beau le dire à nos amis maliens, comme vous le savez, et ça fait un bon bout de temps qu'ils ont fait le profil bas pour ne pas exacerber certaines tensions, mais là, il faut se féliciter que dans le communiqué de la transition malienne, il est aide aux entités terroristes, au terrorisme international. Il faut s'en féliciter parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Maintenant, sur l'aide au terrorisme, le Polisario aujourd'hui, le terrorisme, ce n'est pas forcément faire des attentats, mais l'aide logistique fait partie. Quand vous pourvoyez en ressources humaines des entités terroristes, vous êtes complice et donc vous êtes dans l'action. Parce que les Nations Unies... Mais pourquoi parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de think tanks, puisque vous avez parlé de think tanks, mais pas que. On sent que les Américains aussi ne veulent pas de ce terrorisme qui, finalement, est à plusieurs milliers de kilomètres de leur terre. On n'est pas en train de parler de l'Europe qui, effectivement, géographiquement est proche. Pourquoi les Américains s'inquiètent de l'expansion du terrorisme dans cette région du Sahel? Oui, ils ont combattu à leur manière, surtout par le pourvoi de renseignement, qui ont permis d'éliminer tous les chefs terroristes algériens qui étaient au nord du Mali, Abou Zaïd, Droukdel, etc. Ils les ont éliminés. Et vous savez, aujourd'hui, quelle est la menace? C'est la menace que le terrorisme arrive en Atlantique. Déjà, le Bénin, ils y sont, le Togo, le Ghana, pas loin. Et l'Union africaine commence à s'inquiéter justement de cette... et le croisement de la piraterie et du terrorisme, ça va être autre chose. Vous avez parlé tout à l'heure des navires américains, n'est-ce pas, qui pouvaient accoster grâce au sultan Sidi Mohamed bin Abdillah, à sa générosité. Alors, justement, parlons avenir. Oui, bien sûr. En se basant sur l'histoire, les perspectives qu'on peut envisager sur l'institutionnalisation du projet afro-atlantique. Professeur Abou Dahab. Très intéressant. En 2 minutes. En 2 minutes. Premièrement, il faut d'abord partir du dialogue stratégique lancé en grande pompe le 13 septembre 2012. Madame Hillary Clinton à l'époque, avec Sa Majesté le Roi, qui a voulu absolument que ce dialogue parte sur de nouvelles bases. Il y avait quelque chose qu'on pourrait appeler misunderstanding, sur des possibilités d'inclure un mécanisme d'observation droits de l'homme, etc. C'était à l'époque où Robert Ford Kennedy Center avait essayé de s'incruster dans l'affaire. Et par la suite, il y a eu des rencontres régulières
Et c'est un dialogue qui comprend plusieurs volets, sécuritaires, politiques, diplomatiques, économiques, financiers, etc. Ça, c'est un poteau indicateur très, très important. Deuxièmement, il y a un accord de coopération militaire 2020-2030, il est très important. Recevoir les Apaches, dernier cri, ce n'est pas rien. Et d'ailleurs, en grande pompe, c'était à partir de Tanger. Et c'est un matériel militaire extrêmement important. Le Maroc, d'après les statistiques récentes, est le premier acheteur en termes de matériel militaire auprès des États-Unis en Afrique. En Afrique. Sans parler de l'enveloppe, le niveau en termes de pourcentage des échanges maroco-américains, 73 milliards de dirhams, et qui monte aussi en flèche. Ça, c'est important. Maintenant, pour les initiatives de Sa Majesté, l'initiative américaine de septembre 2023, on se retrouve dans des intersections. Par exemple, le relèvement des niveaux de mer. Sans parler du terrorisme, piraterie maritime, c'est une source d'inquiétude des États-Unis par rapport à l'Atlantique. Et c'est là où on pourrait aussi ajuster nos tirs pour chercher des points d'orgue ou des points d'action en commun pour lutter contre le réchauffement climatique, en dehors peut-être de l'accord de Paris, puisque M. Donald Trump a décidé de se retirer de cet accord. Juste en un mot, cette initiative Afrique-Atlantique, avec cette administration Trump, oui, a de bonnes chances d'être mise en œuvre. Vous parlez de l'initiative marocaine, oui, n'est-ce pas? Ben, ça s'appelle aujourd'hui le processus des États africains atlantiques. Je pense qu'il faut l'appeler comme ça. Pourquoi? Parce que le mot processus est engageant. Exact. L'initiative royale, évidemment, ça n'enlève rien à l'initiative royale. Mais ça engage tout le monde et tout le monde s'y est inscrit. C'est pour cela que sur proposition du Maroc, on l'a appelé un processus. Et je pense que le mot convient et c'est ça qui permet de déclencher tout le système. Dernier point, il faut savoir que c'est un projet de long terme. Il faut régler toute la problématique des communications, des liaisons. Absolument, et tout ça. Oui, oui. Mais il ne faut pas dire que c'est un projet de 2 ans. C'est un projet qui s'installe dans le long terme parce qu'il y a beaucoup d'états, il y a beaucoup de choses à régler. Et les réunions successives qui se font arrivent à aplanir les difficultés une à une. De toute façon, les projets stratégiques sont... Exactement. Merci beaucoup. C'est moi, madame. Hassan Saoud. Merci à vous également, professeur Zakaria Abou Dahab. Toujours un plaisir. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée.